Quand Rome arrive durablement en Orient à la fin de la République, elle ne rencontre pas un vide politique, mais une autre logique impériale déjà installée. À l'est de la Syrie et de l'Euphrate s'étend d'abord le monde parthe, puis à partir de 224, le monde sassanide. La rivalité ne naît donc pas d'une haine spontanée entre deux civilisations, mais d'une rencontre entre deux empires universalistes qui finissent par viser les mêmes zones de contrôle. Les Parthes dominent une grande partie de l'Iran et de la Mésopotamie, puis les Sassanides héritent et reforment cet espace à partir du IIIe siècle. La première clé, c'est la géographie stratégique. Entre Rome et la Perse, tout se concentre autour d'un chapelet d'espaces charnières. L'Euphrate, la haute Mésopotamie, l'Arménie, la Syrie et plus loin, les voies reliant l'Orient intérieur aux villes méditerranéennes. Britannica rappelle que les guerres entre Romains et Parthes ont dominé l'histoire politique de la Mésopotamie pendant une longue période et que la zone comprise entre le Tigre et l'Euphrate, du nord a fini par devenir un front, militarisé avec villes fortifiées, Élim. Cela signifie qu'on n'est pas dans une périphérie secondaire, on est sur l'un des grands seuils du monde antique. La deuxième clé, c'est l'Arménie. Elle n'est pas un simple royaume intermédiaire, elle est le principal état tampon entre les deux empires. Depuis Auguste, la politique romaine consiste à y placer des rois clients afin d'en faire un bouclier contre la partie. Britannica le formule explicitement. L'Arménie devait servir de buffer state contre Rome's implacable foe in the East. Cela explique pourquoi tant de crises romano-perses commencent ou se justifient par une querelle dynastique ou d'influence sur l'Arménie. Ce royaume n'est pas un détail, c'est le verrou politique de la frontière. La troisième clé, c'est que les deux empires ont chacun une prétention impériale totale. Rome ne conçoit pas facilement qu'une autre puissance puisse durablement lui contester l'Orient, méditerranéen et syro-mésopotamien. En face, les Parthes puis les Sassanides ne se pensent pas comme de simples puissances régionales défensives. Les Parthes portent le titre de King of Kings, et les Sassanides renforcent encore cette vision impériale d'eux-mêmes. La rivalité est donc aussi idéologique. Deux centres de puissance se considèrent chacun comme légitimes à dominer les marges où ils se rencontrent. La quatrième clé, c'est l'économie des routes. Contrôler la Syrie, la Mésopotamie et les royaumes intermédiaires ne signifie pas seulement gagner du terrain. Cela signifie peser sur les grands flux de commerce et sur la sécurité des axes orientaux. Britannica note qu'en Mésopotamie parthe, la population augmente et que le commerce se développe fortement. Donc, derrière les campagnes militaires, il y a aussi une lutte pour la richesse, les recettes, les villes, les corridors caravaniers et les interfaces entre Méditerranée, Iran et au-delà. Une guerre Rome-Perse n'est jamais purement symbolique. La cinquième clé, c'est qu'aucun des deux empires ne peut facilement absorber l'autre. Le front est trop vaste, les distances énormes, les climats variés, les sièges coûteux, les campagnes vulnérables à l'usure. Cela crée un type de rivalité très particulier. Non une guerre d'anéantissement rapide, mais une guerre de longue durée, faite d'avancées, de retraits, de royaumes tampons, de démonstrations de force, de raids, de sièges et de paix incomplètes. Dès avant les grandes batailles célèbres, la structure du conflit est déjà là. Un choc permanent entre deux systèmes impériaux qui peuvent se blesser gravement, mais qui ont du mal à se détruire définitivement. Le contexte immédiat de Carès est politique autant que militaire. Crassus, membre du premier triumvirat avec Pompée et César, cherche une grande victoire orientale, capable d'équilibrer son prestige face à ses deux rivaux. Britannica dit explicitement qu'il lance une guerre non provoquée contre les Parthes. Cela compte parce que la campagne part d'une logique de gloire personnelle plus que d'une nécessité stratégique absolue pour Rome. Dès l'origine, il y a donc un vice de conception. La guerre est engagée avec une ambition élevée, mais sans compréhension assez fine du théâtre et de l'adversaire. Sur le plan des forces, les chiffres varient selon les traditions, mais le cadre général est clair. Britannica résume l'armée de Crassus à 7 légions, soit environ 44 000 hommes, avec peu de cavalerie, tandis que Suréna commande une force d'environ 10 000 cavaliers, composée d'archers montés et de cataphractes cuirassés. Cette asymétrie est essentielle. Rome arrive avec une armée lourde, conçue pour imposer une décision au sol. La partie répond avec une force presque entièrement mobile, capable de harceler, d'épuiser et de frapper à distance avant de lancer sa cavalerie lourde. Carès n'oppose donc pas seulement deux chefs, mais deux systèmes de guerre incompatibles. La première grande erreur de Crassus est opérative. Au lieu d'adapter sa marche au terrain et de sécuriser pleinement ses appuis, il s'enfonce dans l'espace mésopotamien
en acceptant un affrontement sur une plaine ouverte, favorable à la cavalerie parthe. Quand le contact se précise, ses officiers proposent des solutions plus prudentes, mais Crassus engage tout de même la bataille. Selon les traditions anciennes résumées par les synthèses modernes, il finit par déployer son armée dans une formation dense, proche d'un grand carré creux, pensé pour éviter l'enveloppement mais beaucoup moins apte à manœuvrer offensivement. Cette décision résume toute la bataille. Rome se protège, mais au prix de sa mobilité et de son initiative. Surena, lui, mène la bataille avec une intelligence tactique remarquable. Britannica insiste sur son usage expert des horse archers et des cataphractes. Le mécanisme est simple et redoutable. Les archers montés saturent les Romains de projectiles, gardant leur distance, cassent le moral et usent les rangs. Dès qu'une ouverture apparaît, la cavalerie lourde parthe frappe. La bataille n'est pas gagnée par un choc unique, mais par un processus d'érosion contrôlé. Les Romains, incapables de fixer durablement l'ennemi ou de l'amener à une mêlée décisive sur leur terme, se consument progressivement dans une position défensive. Le moment critique vient quand Publius Crassus, le fils du triumvir, est poussé à contre-attaquer avec une partie des forces romaines. Cette sortie, au lieu de renverser le rythme de la bataille, l'aggrave, il est isolé, encerclé et détruit. La mort de Publius a un effet tactique et psychologique dévastateur. La cohésion romaine se délite, Crassus perd sa capacité de commandement, puis la retraite nocturne vers Carès tourne à la désorganisation. Le lendemain, lors d'une tentative de négociation ou de contact forcé avec les Parthes, Crassus est tué. Britannica résume l'issue sans ambiguïté. Presque toutes ses légions sont détruites ou capturées. Les conséquences dépassent largement la bataille elle-même. Carès stoppe net l'expansion romaine immédiate en Mésopotamie parthe, brise le prestige de Crassus et, par sa mort, contribue aussi à déséquilibrer davantage le premier triumvirat romain. Mais surtout, la bataille impose une leçon stratégique durable. L'Orient n'est pas un théâtre où Rome peut simplement reproduire ses recettes occidentales. Face à la Perse, la puissance romaine devra désormais compter avec la cavalerie de choc, la profondeur opérative, les royaumes tampons et la difficulté d'obtenir une décision rapide. Carès inaugure donc moins une simple guerre qu'une longue discipline, d'apprentissage dans la douleur. Après Carès, Rome ne renonce pas à l'Orient. Au contraire, la défaite de Crassus crée un besoin de réparation politique et militaire. Marc-Antoine, devenu maître de l'Orient romain après ses accords avec Octavien, reprend explicitement l'idée d'une grande campagne contre les Parthes. L'enjeu n'est pas seulement territorial, il s'agit aussi de récupérer le prestige perdu et de montrer que Rome peut encore imposer sa loi à l'est de l'Euphrate. Encyclopædia Iranica souligne d'ailleurs que dès après Carès, le leadership romain recherche une guerre de revanche. Mais Antoine ne répète pas exactement l'itinéraire de Crassus. Au lieu d'entrer frontalement dans la basse Mésopotamie, il choisit un axe plus septentrional, passant par l'Arménie, avec l'appui du roi Artavasde II. Ce choix est essentiel. Il montre que Rome a compris au moins une partie de la leçon de Carès. Il faut éviter de livrer la bataille idéale à la cavalerie parthe dans une plaine ouverte, et il faut utiliser l'Arménie comme base et comme relais. Britannica indique clairement qu'Antoine amène son armée en Arménie afin d'entrer ensuite en Médie et d'attaquer la partie par le nord. Le problème, c'est que cette campagne exige une coordination bien plus fragile qu'il n'y paraît. Elle suppose une alliance arménienne solide, un convoi de sièges protégés, une progression disciplinée en terrain difficile et une capacité romaine à imposer un rythme avant que les Parthes ne puissent user la colonne. Or, c'est précisément là que la campagne se dérègle. Les Romains avancent jusqu'à Phraspa en Médie Atropatène, mais le siège échoue. Iranica précise qu'Antoine avance jusqu'à Phraspa sans parvenir à la prendre et qu'Artavasdes retire ensuite ses troupes après le premier revers romain. Cette défection arménienne n'est pas un détail secondaire. Elle détruit la cohérence politique et logistique de toute l'opération. Militairement, l'échec d'Antoine tient à plusieurs erreurs convergentes. D'abord, il expose trop son matériel de siège, que les Parthes parviennent à frapper, et à détruire ou à neutraliser avant que le siège n'aboutisse. Ensuite, il se retrouve loin de ses appuis. Dans un espace où la mobilité parthe, le harcèlement et l'usure climatique recommencent à peser lourdement. Britannica résume brutalement la séquence. Le froid est là. Cavalerie de frate quattro forcent. Antoine a abandonné la lutte et a revenir en Syrie. Ce point est capital parce qu'il montre que même en corrigeant partiellement la leçon de Carès, Rome ne maîtrise toujours pas la profondeur opérative orientale. La retraite est l'autre cœur du bloc. L'armée romaine ne subit pas l'anéantissement total de Carès, mais elle perd lourdement, souffre énormément et rentre sans victoire décisive. Britannica parle de heavy losses et rappelle qu'il s'agit du premier grand échec militaire d'Antoine. En clair, ce n'est pas une simple campagne inachevée. C'est un revers qui ruine l'idée d'une revanche romaine rapide. Antoine réagit ensuite en se retournant contre l'Arménie en 34 AVE JBC, capturant Artavasdes après l'avoir accusé de trahison.
Cela montre bien que, dans le système romano-parthe, le problème ne se réduit jamais à Rome contre la Parthie seule. Il inclut toujours les royaumes tampons et la fidélité incertaine de leurs souverains. Le bilan stratégique est donc très dur pour Rome. Carès avait montré que les légions pouvaient être détruites par un système de guerre mal compris. La campagne d'Antoine montre quelque chose d'un peu différent, mais tout aussi grave. Même préparée comme une revanche, une invasion romaine de l'espace, Parthe peut être défaite par la combinaison du terrain, de la cavalerie adverse, des distances, de la météo et de l'instabilité arménienne. La leçon pour Rome est claire. L'Orient ne se gagne pas par une simple expédition de prestige. Il exige une politique régionale complète, une gestion des alliés et une logistique de très haut niveau. Après les deux grands échecs de Crassus et de Marc-Antoine, Auguste hérite d'un dossier oriental empoisonné. Il ne peut pas se permettre une nouvelle catastrophe, mais il ne peut pas non plus laisser intacte l'humiliation romaine. Sa solution est plus froide et plus moderne que celle de ses prédécesseurs. Au lieu de lancer immédiatement une grande invasion de la Parthie, il cherche à transformer un compromis géopolitique en victoire politique romaine. Britannica résume ce tournant. En vain Avergi Ouassi, les enseignes perdues à Carrhae sont récupérées et Tigrane est installé en Arménie comme roi client de Rome. La clé du dispositif, encore une fois, c'est l'Arménie. Comme au bloc 1, il faut la comprendre non comme une marge secondaire, mais comme le principal état tampon. Sous Auguste, Rome choisit de ne pas chercher d'abord la destruction de la puissance parthe, mais de verrouiller la frontière en imposant sa prééminence sur l'Arménie et sur les dépendances intermédiaires. Britannica rappelle que la politique romaine vise précisément à y placer un roi, client afin d'en faire un bouclier oriental. En pratique, Auguste obtient que l'Arménie et Osroène soient reconnus comme des dépendances romaines dans le cadre de l'accord avec Phrate IV. Mais il ne faut surtout pas raconter cela comme une pure générosité parthe. Auguste exerce une pression réelle sur Phrate IV, notamment en jouant des divisions internes de la dynastie arsacide et en utilisant le prétendant Tiridate comme levier. Britannica et l'article sur l'Iran antique indique qu'Auguste met Phrate sous pression par le biais de Tiridate et par une démonstration de force avant qu'un pacte soit conclu en vain avec les coups laissés. Ce point est crucial. La diplomatie augustéenne n'est pas pacifiste au sens faible. C'est une diplomatie adossée à la puissance qui transforme un rapport de force incertain en mise en scène de supériorité romaine. Le succès symbolique majeur est la restitution des enseignes perdues à Carès ainsi que des prisonniers. Pour Rome, c'est immense. Carès n'est plus seulement une plaie ouverte. Elle devient un affront réparé sans nouvelle hécatombe. Auguste en fait un élément central de sa propagande. Mais ici, il faut garder une nuance essentielle. Cette victoire est d'abord diplomatique et idéologique, pas une destruction du système parthe. Britannica le dit très clairement. On ne peut guère dire qu'Auguste ait réglé définitivement la frontière orientale, car les Parthes, une fois leurs dissensions internes stabilisées, sont inévitablement poussés à contester l'influence romaine en Arménie. C'est donc la vraie leçon du bloc. Auguste ne résout pas le problème romano-parthe, il le stabilise provisoirement. Il définit un modèle où Rome peut gagner à l'Est sans envahir. Durablement la Mésopotamie. Pression militaire, arbitrage dynastique, contrôle de l'Arménie, prestige impérial et gestion prudente de l'Euphrate comme frontière. Britannica va même jusqu'à dire qu'un réel état de paix s'ouvre alors, reconnaissant l'Euphrate comme frontière entre les deux puissances et marquant une politique romaine de respect. Cela ne supprime pas la rivalité. Cela la transforme en compétition réglée mais toujours réversible. Le conflit part d'un schéma devenu classique. Qui contrôle l'Arménie contrôle l'équilibre oriental. Britannica explique que sous les dernières années de Claude puis au début du règne de Néron, les Arméniens avaient depuis longtemps mal supporté la domination romaine et qu'un prince parthe, Tiridate, s'était fait reconnaître roi d'Arménie. Avec l'appui de Vologès Ier, pour Rome, c'était inacceptable car cela revenait à l'essai. L'état tampon principal passait sous influence arsacide directe. Néron réagit donc en confiant l'Orient à un chef énergique, Gnaeus Domitius Corbulo. Corbulon ne commence pas par une grande bataille décisive. Il commence par reconstruire un instrument militaire crédible. C'est un point capital. La guerre d'Arménie sous Néron montre que Rome a retenu une leçon profonde du front oriental. On n'y improvise pas. Corbulon rétablit la discipline, durcit l'entraînement, sécurise la Syrie comme base, puis avance méthodiquement. Britannica résume la première phase ainsi. Sur ordre de Néron, Corbulon secured Armenia. Dans le détail, cela passe par la prise de position, l'occupation de l'initiative et la capacité à faire sentir aux élites arméniennes que Rome peut revenir par la force. La campagne de 58 est le premier moment fort. Corbulon prend Artaxata, grande capitale arménienne, puis progresse encore. En 59, il prend aussi Tigranokert, Tigranocerta. Ces gains ne signifient pas que la guerre est définitivement gagnée, mais ils montrent que Corbulon sait mener une guerre orientale autrement que Crassus ou Antoine, par pression graduelle, marche maîtrisée, discipline et base sûre.
Rome impose ensuite Tigrane VI comme roi client. À ce stade, la solution romaine paraît claire. Rétablir l'Arménie dans l'orbite romaine sans chercher encore la destruction du royaume parthe lui-même. Mais cette stabilisation est fragile. Tigrane VI provoque une nouvelle réaction parthe en 61 et la guerre repart. C'est ici qu'apparaît une erreur romaine importante. Néron envoie Lucius Caesennius, Paetus en Arménie tandis que Corbulon reste, chargé de la Syrie. Britannica est très clair. Quand Tigrane provoque une nouvelle attaque des Parthes, Néron envoie Paetus en Arménie et ordonne à Corbulon de défendre la Syrie. Cette division du commandement affaiblit la cohérence romaine. Paetus se montre très inférieur à Corbulon et en 62, il est contraint à la capitulation de Randeia. Là, il faut être froid. Rome ne perd pas seulement une bataille. Elle perd momentanément la maîtrise du rythme diplomatique. Corbulon revient alors au centre du jeu. Après la honte de Randeia, il rétablit la supériorité romaine en reconstituant la pression militaire, cette fois avec suffisamment de force pour négocier depuis une position crédible. Britannica dit qu'après la reddition de Paetus, Corbulon envahit à nouveau l'Arménie et rétablit l'ascendant romain. Mais le point le plus intéressant n'est pas seulement militaire. Au lieu d'aboutir à une annexion totale, la guerre débouche sur un compromis de souveraineté. En 66, Tiridate est reconnu roi d'Arménie, mais il doit venir à Rome recevoir sa couronne des mains de Néron. C'est une solution extraordinairement révélatrice du système romano-parthe. La partie garde un Arsacide sur le trône, mais Rome conserve la supériorité symbolique de l'investiture. C'est toute la valeur historique du bloc. La guerre de Corbulon montre que Rome et la partie ont trouvé une formule temporaire pour rendre leur rivalité gérable. On ne détruit pas l'autre. On organise un compromis hiérarchisé sur l'Arménie. D'un côté, Vologèse obtient que son frère règne. De l'autre, Néron peut mettre en scène la soumission cérémonielle de Tiridate à Rome. Personne n'a écrasé l'autre. Mais chacun a sauvé l'essentiel de son prestige. Le conflit oriental entre alors dans une phase plus sophistiquée, moins simple guerre de conquête, davantage lutte réglée pour la définition de la souveraineté. Le déclencheur immédiat est encore une fois l'Arménie. Selon Britannica, vers 110, les Parthes déposent le roi pro-romain d'Arménie. Pour Trajan, cela ne peut pas rester une simple querelle dynastique. C'est une remise en cause directe de la hiérarchie orientale voulue par Rome. Mais là où Auguste s'était contenté d'une pression diplomatique et d'un compromis avantageux, Trajan choisit une autre voie. Il décide de transformer la crise arménienne en guerre de conquête. Ce choix s'inscrit dans une politique plus large d'expansion, déjà visible avec l'annexion, du royaume nabatéen d'Arabie en qui prépare logistiquement et stratégiquement la poussée vers l'Est. En 114, Trajan annexe l'Arménie. C'est déjà une rupture majeure. Jusqu'ici, l'Arménie avait surtout été pensée comme royaume tampon ou comme espace de compétition indirecte. Trajan, lui, tente de la faire entrer directement dans la structure impériale romaine. Britannica souligne qu'il incorporated the client kingdom of Armenia avant d'envahir la partie. Cela veut dire que Rome n'essaie plus seulement de contrôler le seuil oriental, elle tente de l'absorber. La logique change donc radicalement. De la gestion de frontières, on passe à l'extension territoriale frontale. À partir de là, Trajan descend en Mésopotamie. La campagne est initialement spectaculaire. Britannica indique qu'avec l'Arménie occupée, il mène son armée en Mésopotamie, prend toute la Babylonie, s'empare de Ctésiphon, la capitale parthe, et atteint le golfe Persique. C'est le sommet visuel et politique de toute l'offensive. Pour la première fois, un empereur romain pénètre, aussi profondément dans l'espace, Parthe et touche symboliquement le cœur de la monarchie arsacide. À ce moment-là, Trajan paraît avoir dépassé tous ses prédécesseurs orientaux, de Crassus à Corbulon. Mais c'est précisément ici qu'il faut être rigoureux. Une conquête brillante n'est pas encore une conquête consolidée. Britannica insiste sur le fait que la chronologie de ces campagnes reste en partie incertaine et que la réaction iranienne ne tarde pas. Autrement dit, le problème n'est pas de savoir si Trajan a gagné tactiquement, il a gagné, mais de savoir s'il a créé une domination tenable. Or, dès que Rome pénètre aussi profondément, les difficultés structurelles réapparaissent. Immensité du théâtre, distance avec les bases syriennes, fragilité des communications, résistance locale et difficulté à convertir une victoire de pénétration en ordre administratif stable. Trajan tente pourtant d'aller jusqu'au bout de la logique impériale. Il crée une province de Mésopotamie et impose un roi client, Parthamaspathès, sur le trône parthe. C'est un geste très révélateur. Rome ne veut plus seulement punir la partie ou l'intimider, elle veut la réorganiser politiquement. Mais cette solution montre aussi sa fragilité intrinsèque. Un roi installé par les Romains, au sommet du monde parthenat, de sens que si les légions peuvent garantir durablement sa survie. Or, la profondeur orientale, les soulèvements et l'usure générale réduisent rapidement cette prétention. La conquête romaine atteint ici sa forme la plus ambitieuse, et presque en même temps sa limite. Le bilan stratégique est donc double. D'un côté, Trajan atteint l'apogée de l'offensive romaine en Orient,
annexion de l'Arménie, occupation de la Mésopotamie, prise de Ctésiphon, arrivée au golfe Persique. De l'autre, cette réussite est trop avancée, trop coûteuse et trop fragile pour survivre telle qu'elle. Trajan meurt en 107 et son successeur, Hadrien, abandonne l'essentiel de ses acquisitions orientales pour revenir à une politique plus réaliste de consolidation. La campagne de Trajan prouve donc une chose très importante. Rome peut atteindre le cœur parthe, mais elle ne sait pas encore le tenir durablement. Avec Trajan, Rome essaie enfin ce qu'Auguste, Néron et Corbulon n'avaient pas tenté jusqu'au bout. Dépasser la simple gestion de l'Arménie pour frapper directement le centre de gravité parthe. La crise commence une fois de plus par l'Arménie, où les Parthes renversent un roi favorable à Rome. Mais Trajan refuse la logique du compromis. En 114, il annexe l'Arménie, puis ouvre une véritable guerre de conquête. L'armée romaine descend en Mésopotamie, s'empare de Babylone, prend Ctésiphon, capitale parthe, et pousse jusqu'au golfe Persique. À ce moment-là, l'ambition romaine orientale atteint son sommet. L'empereur semble avoir accompli ce que Crassus avait rêvé, ce qu'Antoine avait manqué et ce qu'Auguste avait refusé, porter la guerre au cœur même de la monarchie parthe. Pourtant, cette victoire contient déjà sa propre limite. Plus Rome avance, plus elle s'étire. Plus elle conquiert, plus elle doit administrer, garder, ravitailler et imposer. Trajan tente bien de réorganiser l'espace conquis, en créant une province de Mésopotamie et en plaçant Parthamaspath sur le trône parthe. Mais cette architecture dépend d'une présence romaine trop poussée pour être durable. Quand Trajan meurt en 117, l'expérience orientale apparaît dans toute sa vérité. Rome peut percer jusqu'au cœur parthe, mais tenir ce cœur exige une profondeur impériale qu'elle ne possède pas encore. Quand Hadrien succède à Trajan en 117, il hérite d'un succès immense sur le papier. Arménie annexée, Mésopotamie occupée, Ctésiphon prise, projection jusqu'au golfe Persique. Mais il hérite aussi de la vraie réalité de cette victoire. Des acquisitions trop étendues, des communications tendues à l'extrême, une zone orientale instable et un appareil impérial qui doit en même temps surveiller tout le reste du monde romain. Les synthèses de Britannica disent bien que Trajan avait étendu l'empire à l'est, tandis que son successeur choisit au contraire la consolidation et l'unification. Autrement dit, le passage de Trajan à Hadrien n'oppose pas ambition et passivité. Il oppose expansion maximale et gestion de l'empire réel. La première raison du retrait est donc structurelle. La conquête de Trajan n'a pas créé un espace pacifié, mais une profondeur difficile à tenir. Les sources rappellent qu'au moment de sa mort, les nouvelles acquisitions orientales étaient déjà instables ou en révolte, et que Rome devait non seulement y maintenir des garnisons, mais aussi y imposer une administration durable. Ce point est essentiel. Une armée romaine pouvait pénétrer très loin en Mésopotamie. Mais tenir cette profondeur exigeait un coût permanent disproportionné. Hadrien choisit donc de rétablir une frontière plus défendable, centrée à nouveau sur l'Euphrate plutôt, que sur une occupation profonde du monde parthe. La deuxième raison est politique et impériale. Hadrien ne pense pas l'Empire comme Trajan. Britannica le présente comme un empereur de la consolidation, de l'unification et de la fixation rationnelle des limites impériales. Sa logique générale est claire. Mieux vaut un empire un peu moins étendu mais gouvernable qu'un empire plus vaste, instable et vulnérable sur plusieurs fronts. Le retrait oriental s'inscrit donc dans une stratégie plus large, visible ailleurs aussi, où Hadrien privilégie les frontières solides, la présence administrative, l'inspection des provinces et la cohérence d'ensemble. Il ne faut donc pas interpréter l'abandon de l'Arménie et de la Mésopotamie comme un simple aveu d'impuissance. C'est une redéfinition volontaire de ce qu'est une victoire romaine durable. La troisième raison est orientale au sens strict. Rome n'avait pas vraiment neutralisé la capacité politique parthe. Trajan n'avait pu imposer Parthamaspathès dans une logique de réorganisation du monde arsacide, mais cette solution dépendait entièrement de la présence romaine. Or, dès qu'un tel dispositif réclame une tutelle militaire continue, il cesse d'être une victoire stable et devient une charge. Hadrien comprend que l'Orient romain fonctionne mieux avec des royaumes tampons, des frontières maniables et des équilibres diplomatiques qu'avec une absorption trop rapide de l'espace parthe. Son abandon est donc aussi un retour à une leçon plus ancienne. En Orient, la profondeur conquise n'est pas toujours synonyme de sécurité. Il faut aussi voir ce que ce retrait change dans la lecture du conflit. Avec Hadrien, Rome reconnaît implicitement une limite fondamentale. Atteindre le cœur parthe est possible, le transformer durablement en espace romain est beaucoup plus douteux. C'est une leçon immense pour toute la suite de l'histoire romano-perse. La frontière orientale redevient moins un espace de conquête totale qu'un espace de gestion armée, de rivalité réglée, d'influence sur l'Arménie et de surveillance de la Mésopotamie. En ce sens, Hadrien n'efface pas Trajan. Il révèle ce que la conquête de Trajan avait d'illusoire sur le long terme. Le bilan stratégique du bloc est donc très clair. Trajan a démontré la capacité offensive maximale de Rome. Hadrien, lui, définit la limite rationnelle de cette capacité. C'est une correction majeure dans l'histoire impériale. Après avoir vu jusqu'où Rome pouvait aller, on découvre jusqu'où elle peut réellement rester. Et la réponse d'Hadrien est nette.
pas jusqu'au cœur de la Mésopotamie parthe. La guerre éclate sous le règne conjoint de Marc Aurèle et de Lucius Verus, dans un contexte où la question arménienne redevient le nœud du système romano-parthe. Comme souvent, tout part d'un déplacement de souveraineté sur ce royaume tampon. La partie intervient en Arménie, cherchant à y renforcer son influence, et Rome y voit à nouveau une remise en cause directe de l'équilibre oriental. Lucius Verus est alors envoyé à l'Est comme empereur chargé du théâtre, même si, dans la pratique, la conduite militaire réelle repose largement sur ses généraux, surtout Avidius Cassius. Britannica indique explicitement que les Romains reprennent l'Arménie en 163, puis mènent une campagne rappelant celle de Trajan. La première phase de la guerre vise donc à restaurer la position romaine en Arménie. Rome montre ici qu'elle continue de raisonner selon une logique déjà ancienne. On ne peut pas sécuriser l'Orient sans contrôler politiquement ce royaume. Mais cette fois, l'offensive ne s'arrête pas là. Comme sous Trajan, les Romains exploitent leur succès et descendent vers la Mésopotamie. Ils prennent Doura Europos, puis frappent plus profondément encore. Britannica précise que Séleucie sur le Tigre, pourtant accueillante envers les Romains, est finalement mise à sac, et que Ctésiphon tombe une seconde fois entre les mains, romaines en 164 ou 165, avec destruction du palais royal. C'est un succès militaire incontestable. Rome démontre à nouveau qu'elle peut franchir l'Euphrate, battre les Parthes, entrer en basse Mésopotamie et toucher le centre symbolique de leur puissance. Mais ici, il faut être extrêmement précis. Comme pour Trajan, la question n'est pas seulement « Rome a-t-elle gagné ?» La réponse est oui. La vraie question est « Que peut-elle faire de cette victoire ?» Or c'est là que la campagne bascule. Britannica souligne qu'une épidémie frappe l'armée romaine, probablement au retour de l'expédition, et qu'elle impose le retrait. Le problème est plus grave qu'un simple accident sanitaire. Les soldats revenus du front oriental répandent ensuite cette maladie à travers l'Empire, avec des conséquences très lourdes. Donc la guerre de Lucius Verus n'est pas seulement une victoire orientale, elle devient aussi un moment de vulnérabilité systémique romaine. Sur le plan stratégique, le bilan reste pourtant favorable à Rome. Britannica indique que les termes de paix lui donnent le contrôle de Nisibe et Nisibis et de la vallée du Cabour. C'est très important, parce que cela montre une différence avec Trajan. Ici, Rome ne cherche pas à refondre entièrement le monde parthe ou à tenir le golfe Persique. Elle frappe fort, puis consolide une ligne d'avantage plus réaliste dans le nord mésopotamien. Autrement dit, la guerre de Lucius Verus réussit mieux que celle de Trajan dans un sens limité. Elle produit moins de rêve impérial total, mais un résultat frontalier plus maniable. Le bilan général du bloc est donc double. D'un côté, cette guerre montre encore la supériorité offensive ponctuelle de Rome. Elle reprend l'Arménie, pénètre en Mésopotamie, s'empare de Ctésiphon et frappe le prestige parthe. De l'autre, elle rappelle une vérité structurelle du front oriental. Même une victoire brillante peut se transformer en coup impérial, immense si la profondeur du théâtre, l'occupation temporaire et les retours de campagne produisent des conséquences que l'état-major n'a pas vraiment anticipées. La victoire romaine est réelle, mais l'Orient continue de résister à toute solution simple et définitive. Le contexte immédiat est d'abord romain, pas parthe. Au lendemain de la guerre civile qui suit l'assassinat de Commode, Septime Sévère doit éliminer ses rivaux, et l'un d'eux, Pescennius Niger, bénéficie d'appuis orientaux. Britannica précise que la grande guerre contre les Parthes vise justement à punir ces derniers, qui avaient soutenu Niger et annexé certaines positions en Mésopotamie en retour. Il faut insister sur ce point. La campagne orientale de Sévère n'est pas une expédition gratuite de prestige, mais une guerre de restauration impériale. Il s'agit de montrer que l'Orient romain ne peut pas se détacher du centre impérial, et que les Parthes ne peuvent pas profiter impunément d'une crise interne romaine. Dans une première phase, Sévère reprend l'initiative sur la frontière et sécurise Nisibis, verrou essentiel du nord mésopotamien. Puis, après avoir éliminé Niger, il lance une seconde campagne plus ambitieuse en 198 contre le roi parthe, Vologèse IV. Britannica indique qu'il avance en Mésopotamie, occupe Nisibis, atteint les capitales parthes Séleucie et Ctésiphon, et pile cette dernière. C'est un point majeur. Militairement, Rome montre encore une fois qu'elle peut atteindre le cœur symbolique de l'ennemi. De Trajan à Lucius Verus puis à Sévère, la répétition de cette percée dit quelque chose de fondamental. Le système parthe peut être profondément blessé. Mais c'est ici qu'il faut être précis et ne pas tomber dans un récit triomphaliste. Britannica souligne aussi que la campagne est rapidement freinée par les conditions du théâtre. Le pays dévasté ne contient plus assez de ressources pour nourrir les Romains, ce qui les oblige à se replier après le sac de Ctésiphon. Cette phrase est extrêmement importante, parce qu'elle résume l'un des grands problèmes permanents du front. Romano-Parthes on peut percer, frapper, piler, même terroriser le centre adverse, mais tenir et exploiter durablement demande un niveau de logistique et de stabilisation que Rome n'atteint pas encore dans la basse Mésopotamie. Le second moment clé est le siège de Hatra,
en 198 puis 189 selon les synthèses. Là, la guerre change de visage. On passe d'une victoire de pénétration à un test de consolidation contre une forteresse frontière capable d'absorber l'offensive romaine. Britannica est très clair. Sévère échoue devant Hatra. Cet échec n'est pas un détail secondaire. Il révèle que, même après le sac de Ctésiphon, Rome ne contrôle pas réellement le théâtre, ciel, ne peut pas abattre certains points d'appui régionaux. Hatra incarne donc une vérité très dure. En Orient, il ne suffit pas de prendre une capitale, il faut aussi casser les verrous qui structurent l'espace intermédiaire. Le bilan stratégique reste malgré tout favorable à Rome. Britannica indique qu'en 198, Sévère obtient une paix avantageuse, Rome conserve une partie de la Mésopotamie, avec Nisibi désormais intégrée à une nouvelle province gouvernée par un chevalier. C'est un résultat plus réaliste que les rêves de conquête totale de Trajan. Sévère ne tient pas toute la profondeur Parthe, mais il améliore la frontière romaine dans le nord mésopotamien et renforce le dispositif oriental de façon durable à l'échelle du moment. C'est précisément pour cela qu'il faut le traiter comme le dernier grand succès romain contre les Pazes, moins spectaculaire dans son projet que Trajan, mais plus solide dans ses effets limités. La vraie portée historique du bloc apparaît quand on regarde la suite. Quelques décennies plus tard, la dynastie arsacide s'effondre et les Sassanides remplacent les Pazes en 224. Le monde que Sévère affronte est donc le dernier grand monde parthe, encore capable d'être battu, pillé et contenu selon les vieux schémas romano-arsacides. Avec les Sassanides, le niveau d'idéologie impériale, de centralisation et d'agressivité envers Rome va changer. En ce sens, la guerre de Sévère cloue une époque. Elle marque la dernière grande victoire romaine dans le cadre parthe, juste avant que la rivalité ne change de nature. La première chose à comprendre, c'est que la partie finissante n'est plus un empire en pleine cohérence politique. La dynastie arsacide, qui avait pourtant résisté pendant des siècles à Rome, s'était affaiblie par ses divisions internes, son organisation aristocratique très lâche et la difficulté croissante à maintenir une autorité ferme sur l'ensemble de l'Iran et de la Mésopotamie. Britannica résume bien le basculement. Les Arsacides sont finalement renversés en 224 par la nouvelle dynastie des Sassanides, fondée par Ardashira. Ce qui change avec Ardashir, c'est d'abord la nature du pouvoir. Les Parthes fonctionnaient sur un système plus aristocratique, plus confédéral, avec de grandes familles et des marges d'autonomie importantes. Les Sassanides, eux, se présentent comme une restauration impériale iranienne plus centrée, plus militante et plus idéologiquement affirmée. Britannica souligne qu'après sa victoire de 224, Ardashir se fait couronner roi des rois d'Iran. Ce détail est capital. Il signifie que la nouvelle monarchie ne se pense pas comme une simple succession pragmatique, mais comme une refondation impériale. Le deuxième changement est territorial et stratégique. Les Parthes avaient souvent laissé subsister des zones intermédiaires, des arrangements aristocratiques, des villes autonomes ou semi-autonomes et tout un tissu de pouvoirs intermédiaires. Les Sassanides tendent davantage à intégrer, discipliner et centraliser. Le meilleur symbole en est, peut-être Hatra. La ville avait résisté à Trajan puis à Septime Sévère. Britannica note qu'elle tombe finalement vers 240 sous Chapourai, fils et successeur d'Ardashir. Cela dit énormément. Les verrous qui avaient parfois freiné les Romains et structuré l'espace parthe commencent à céder sous un pouvoir perse nouveau, plus concentré et plus destructeur. Le troisième changement est idéologique. Sous les Sassanides, l'empire perse se présente davantage comme l'expression d'un ordre iranien restauré, plus conscient de lui-même, plus dur dans sa légitimité et plus susceptible de regarder Rome non pas seulement comme un voisin dangereux, mais comme un rival impérial à contenir et à humilier. Cela ne veut pas dire que les Parthes manquaient d'ambition. Cela veut dire que les Sassanides donnent à cette ambition une forme plus nette, plus centralisée et plus durable. L'effet pour Rome est considérable. Elle ne fait plus face à un empire qu'elle peut pénétrer périodiquement jusqu'à Ctésiphon. Dans le cadre d'un jeu presque rituel de raids impériaux profonds, elle va désormais affronter une puissance qui se veut elle-même régénérée. Le quatrième changement concerne la lecture même de la frontière. Avec les Parthes, la guerre avait souvent tourné autour de l'Arménie, des clients royaux, des démonstrations de force, des percées puis des retraits. Avec les Sassanides, cette logique ne disparaît pas, mais elle s'intensifie. Les enjeux demeurent les mêmes. Arménie, Mésopotamie, Syrie, prestige, mais le degré de confrontation augmente. La monarchie sassanide naît justement au moment où Rome traverse elle-même une période plus troublée au IIIe siècle. Cela veut dire que le changement d'adversaire va rencontrer un changement de contexte impérial romain. C'est une combinaison redoutable. La vraie conclusion du bloc est donc simple. Après 224, Rome ne peut plus penser l'Orient comme avant. La chute des Parthes n'ouvre pas une période plus facile, mais une période potentiellement plus dangereuse. La vieille rivalité romano-arsacide, déjà longue et coûteuse, cède la place à une rivalité romano-sassanide plus centralisée, plus idéologique et bientôt plus violente. Ce n'est pas une pause dans la guerre orientale, c'est une montée de niveau. Le contexte est essentiel, la guerre de Shapur. Hier contre Rome se déroule pendant la crise du IIIe siècle, c'est-à-dire au moment précis où l'Empire romain est militairement surchargé, politiquement instable et menacé sur plusieurs fronts à la fois.
Britannica rappelle que Valérien règne avec son fils Galien à partir de 253 parce qu'un seul empereur ne suffit plus à tenir l'ensemble de l'Empire. Cette donnée est capitale. Shapur n'affronte pas une Rome sereine, mais une Rome déjà fissurée, ce qui augmente la portée de son offensive. Shapur Puellier mène plusieurs offensives contre le monde romain avant le choc final. Britannica indique qu'en 256, il profite du chaos intérieur romain pour envahir la Syrie, l'Anatolie et l'Arménie, et qu'il va jusqu'à mettre à sac Antioche, grande capitale orientale de Rome. Cela change tout par rapport au monde parthe. La nouvelle Perse sassanide ne se contente plus de défendre ses frontières ou de jouer des royaumes tampons. Elle pénètre beaucoup plus violemment dans l'espace romain et montre qu'elle peut frapper au cœur du système oriental de l'Empire. Valérien tente alors de reprendre la main. Britannica explique qu'il marche à l'est pour repousser l'invasion perse et venir au secours d'Édesse, assiégée par les forces de Shapur. Mais l'armée romaine est déjà fragilisée par la peste, qui cut Swat dans ses rangs à Edessa selon Britannica. Ce point est absolument central, car il montre que la catastrophe inannoncée n'est pas seulement le produit du génie de Shapur ou des fautes de Valérien. Elle est aussi liée à l'épuisement matériel et sanitaire de la machine impériale romaine au IIIe siècle. Le moment décisif est d'une brutalité exceptionnelle. Selon Britannica, lorsqu'il se rend au camp de Shapur pour négocier un arrangement, Valérien est capturé avec son état-major, sa garde prétorienne et plusieurs sénateurs. Qu'il s'agisse d'une capture, au cours d'une négociation ou à l'issue d'une situation militaire déjà perdue, le résultat historique est incontestable. Un empereur romain régnant tombe vivant entre les mains du roi perse. Dans toute l'histoire impériale romaine, c'est l'une des plus grandes humiliations politiques et militaires. Il faut ici mesurer ce que signifie réellement cette capture. Ce n'est pas seulement une bataille perdue. C'est une destruction du prestige impérial romain à l'échelle du monde antique. Les reliefs sassanides en feront d'ailleurs un motif de propagande majeur, et Britannica note que la capture de Valérien devient un sujet favori des Sculptures Rupestres Sassanides. Cela signifie que Shapur comprend parfaitement la portée idéologique de son triomphe. Il ne bat pas seulement une armée, il met en scène la supériorité d'un nouvel empire perse face à Rome. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'humiliation. Le plus important stratégiquement, c'est l'effet systémique. La capture de Valérien ouvre une phase de désordre, encore plus grave pour Rome à l'est, tout en montrant que la nouvelle monarchie sassanide est capable de faire bien plus que les Parthes dans leur meilleur moment. Pourtant, cette victoire perse n'aboutit pas à l'effondrement complet du front romain. Britannica rappelle que Septimius Odaenathus de Palmyre reste fidèle à Rome et inflige à son tour une sévère défaite à l'armée de Shapur, lors de son retour en 260, après le sac d'Antioche. C'est une nuance essentielle. Même au plus bas, Rome conserve encore des relais régionaux capables d'empêcher la conversion automatique d'un triomphe, perse en conquête durable de tout l'Orient romain. La vraie portée du bloc est donc double. D'un côté, Shapur, hier révèle la nouvelle puissance sassanide dans sa forme la plus redoutable, mobile, offensive, idéologiquement sûre d'elle, capable de briser le prestige impérial romain. De l'autre, l'épisode montre aussi la nature du front oriental. Même après une humiliation d'ampleur historique, la guerre ne s'achève pas par une solution simple. Rome est blessée au plus haut niveau, mais le théâtre continue à produire des contre-réactions, des pouvoirs intermédiaires comme Palmyre et une lutte prolongée. C'est précisément cela qui fait de la capture de Valérien un tournant. Elle n'achève pas la guerre orientale, elle l'élève à un niveau de violence et d'humiliation qu'on n'avait jamais vu auparavant. Le point de départ, c'est la reconstruction de l'État romain après la crise du IIIe siècle. Sous Dioclétien, Rome n'est plus gouvernée comme au temps de Trajan ou de Marc Aurèle. Britannica souligne que son règne est celui de la réorganisation de l'Empire, avec une structure plus solide, une meilleure répartition du commandement et une capacité accrue à gérer plusieurs fronts en même temps. Cette refonte est essentielle pour comprendre la guerre contre les Sassanides. La victoire de Galère n'est pas seulement celle d'un bon général, c'est aussi celle d'un État plus rationnellement armé pour la guerre. La guerre repart sous Narsès. Britannica indique qu'en 227, Narsès relance les hostilités en prenant l'Arménie, Osroène et une partie de la Syrie. Le schéma reste donc fidèle à la logique ancienne. Le conflit se rallume par la combinaison du front arménien et de la pression en Haute-Mésopotamie. Mais il faut noter une différence majeure avec l'époque de Shapur Ier. Cette fois, Rome n'est pas dans la désagrégation. Elle dispose d'un cadre de commandement plus stable, où Dioclétien et Galère peuvent agir de manière coordonnée. La campagne n'est pas d'abord une marche triomphale. Britannica précise que Galère subit d'abord une défaite avant de l'emporter de façon décisive. C'est un point très important, parce qu'il faut éviter un récit simpliste du type Rome, réorganisé gagne immédiatement. Non, le front perse reste dangereux, et Narsès est un adversaire réel. Mais Rome réagit mieux qu'au temps de Valérien. Au lieu de s'effondrer politiquement après un revers, elle corrige
concentre et relance. Le cœur militaire du bloc est la campagne de 288, généralement associée à la victoire de Galère contre Narsès en Arménie, souvent reliée à la bataille dite de Satala. Les synthèses disponibles rappellent que le choix du théâtre arménien est décisif. Le terrain y favorise davantage l'infanterie romaine et défavorise la cavalerie sassanide. Les sources secondaires, appuyées sur la tradition antique, indiquent aussi que les Romains surprennent le camp perse, capturent un énorme butin ainsi que des membres de la famille royale de Narsès. Même si les détails exacts du lieu et de la chronologie restent partiellement discutés, le résultat général est net. L'armée de Narsès est brisée et Rome reprend l'initiative stratégique. Après cette victoire, Rome ne se contente pas de repousser l'ennemi. Les sources rappellent que Galère pousse plus loin, sécurise Nisibe, Nisibis et que la négociation débouche sur une paix exceptionnellement favorable. Britannica résume l'essentiel. La paix de Nisibe réinstalle un protégé romain en Arménie et donne à Rome une partie de la haute Mésopotamie au-delà du Tigre. L'effet politique est énorme. Après l'humiliation de 260, Rome impose de nouveau les conditions du règlement oriental. Il faut bien mesurer la portée de ce résultat. Ce n'est pas seulement une victoire de champ de bataille, c'est une reconstruction de prestige impérial. Rome montre qu'elle peut battre la nouvelle Perse sassanide, reprendre l'ascendant sur l'Arménie, réordonner la frontière mésopotamienne et obtenir plusieurs décennies de paix relative. Britannica va jusqu'à dire que cette paix assure la stabilité pour un certain temps. Autrement dit, Dioclétien et Galère ne règlent pas définitivement la question perse, mais ils donnent à Rome l'un de ses plus grands succès orientaux de toute l'Antiquité tardive. Après la capture de Valérien et la violence des offensives de Shapur, Rome aurait pu rester durablement sur la défensive en Orient. Au contraire, sous Dioclétien, elle reconstruit sa machine impériale. L'Empire est réorganisé, le commandement mieux réparti, la frontière mieux pensée. Quand Narsès reprend l'offensive en 287, en Arménie, en Osroène et jusque vers la Syrie, il affronte une Rome qui n'est plus celle de la crise du IIIe siècle. Certes, Galère subit d'abord un revers, mais cette fois, Rome ne se désagrège pas. Elle corrige sa campagne. En 288, dans le théâtre arménien, plus favorable à l'infanterie romaine qu'à la cavalerie perse, Galère inflige à Narsès une défaite décisive. Le camp royal perse est capturé. Le prestige sassanide est atteint, et la guerre change immédiatement de sens. Le point de départ, c'est la reconstruction de l'État romain après la crise du IIIe siècle. Sous Dioclétien, Rome n'est plus gouvernée comme au temps de Trajan ou de Marc Aurèle. Britannica souligne que son règne est celui de la réorganisation de l'Empire, avec une structure plus solide, une meilleure répartition du commandement et une capacité accrue à gérer plusieurs fronts en même temps. Cette refonte est essentielle pour comprendre la guerre contre les Sassanides. La victoire de Galère n'est pas seulement celle d'un bon général, c'est aussi celle d'un État plus rationnellement armé pour la guerre. La guerre repart sous Narsès. Britannica indique qu'en 227, Narsès relance les hostilités en prenant l'Arménie, Osroène et une partie de la Syrie. Le schéma reste donc fidèle à la logique ancienne. Le conflit se rallume par la combinaison du front arménien et de la pression en haute Mésopotamie. Mais il faut noter une différence majeure avec l'époque de Shapur Ier. Cette fois, Rome n'est pas dans la désagrégation. Elle dispose d'un cadre de commandement plus stable, où Dioclétien et Galère peuvent agir de manière coordonnée. La campagne n'est pas d'abord une marche triomphale. Britannica précise que Galère subit d'abord une défaite avant de l'emporter de façon décisive. C'est un point très important, parce qu'il faut éviter un récit simpliste du type Rome. Réorganiser gagne immédiatement. Non, le front perse reste dangereux et Narsès est un adversaire réel. Mais Rome réagit mieux qu'au temps de Valérien. Au lieu de s'effondrer politiquement après un revers, elle corrige, concentre et relance. Le cœur militaire du bloc est la campagne de 288, généralement associée à la victoire de Galère contre Narsès en Arménie, souvent reliée à la bataille dite de Satala. Les synthèses disponibles rappellent que le choix du théâtre arménien est décisif. Le terrain y favorise davantage l'infanterie romaine et défavorise la cavalerie sassanide. Les sources secondaires, appuyées sur la tradition antique, indiquent aussi que les Romains surprennent le camp perse, capturent un énorme butin ainsi que des membres de la famille royale de Narsès. Même si les détails exacts du lieu et de la chronologie restent partiellement discutés, le résultat général est net. L'armée de Narsès est brisée et Rome reprend l'initiative stratégique. Après cette victoire, Rome ne se contente pas de repousser l'ennemi. Les sources rappellent que Galère pousse plus loin, sécurise Nisibe, Nisibis et que la négociation débouche sur une paix exceptionnellement favorable. Britannica résume l'essentiel. La paix de Nisibe réinstalle un protégé romain en Arménie et donne à Rome une partie de la haute Mésopotamie au-delà du Tigre. L'effet politique est énorme. Après
l'humiliation de 260, Rome impose de nouveau les conditions du règlement oriental. Il faut bien mesurer la portée de ce résultat. Ce n'est pas seulement une victoire de champ de bataille, c'est une reconstruction de prestige impérial. Rome montre qu'elle peut battre la nouvelle Perse sassanide, reprendre l'ascendant sur l'Arménie, réordonner la frontière mésopotamienne et obtenir plusieurs décennies de paix relative. Britannica va jusqu'à dire que cette paix assure la stabilité pour un certain temps. Autrement dit, Dioclétien et Galère ne règlent pas définitivement la question perse, mais ils donnent à Rome l'un de ses plus grands succès orientaux de toute l'Antiquité tardive. La paix de 363 change profondément la carte stratégique. La perte de Nisibis est capitale, car cette ville n'est pas une simple place parmi d'autres. C'était l'un des grands pivots romains en Haute-Mésopotamie. En la cédant, Rome perd un verrou, frontalier majeur, et voit la ligne orientale se réorganiser à son détriment. Britannica indique explicitement que Jovien abandonne les possessions romaines sur le Tigre, y compris Nisibis, et renonce aussi à l'Arménie. Cela signifie que la frontière ne repose plus sur le même système de profondeur défensif qu'après 288. La conséquence immédiate, c'est un déplacement du centre de gravité. Puisque Nisibis passe aux Perses, Rome doit se réorganiser autour d'autres points d'appui et l'Orient devient encore plus dépendant des forteresses, des routes et des bases de ravitaillement. La guerre ne disparaît pas, mais elle change de rythme. Moins de rêves de conquête totale, plus de surveillance frontalière, de sièges, de coups de force limités et de compétition pour les villes fortes. Dans cette logique, les cités de Haute-Mésopotamie prennent une importance énorme parce qu'elles servent à la fois de rempart, de dépôt, de relais et de symbole de souveraineté. L'un des grands précédents de cette nouvelle logique est Amida. Britannica rappelle que Shapur II, après une longue campagne contre Rome entre 353 et 358, capture Amida avec l'aide d'auxiliaires chionites. Cet épisode, fameux chez Ammien Marcellin, est révélateur. On n'est plus simplement dans une guerre de champ de bataille ouvert, mais dans une guerre où la prise, où la défense d'une grande ville fortifiée peut absorber des mois, des ressources immenses et des armées entières. Amida annonce ce que devient de plus en plus le front oriental, un espace où la forteresse décide souvent autant que la bataille. Après 363, cette logique s'approfondit. L'Arménie reste un enjeu, mais le front romano-perse se durcit de plus en plus autour des villes frontières, de la Haute-Mésopotamie et de la Syrie du Nord. La guerre y est moins spectaculaire qu'une marche vers Ctésiphon, mais plus structurelle. Chaque siège, chaque destruction de récolte, chaque déplacement de frontières locales peut avoir des conséquences de longue durée. En pratique, cela veut dire que l'Orient devient un front de fatigue administrative et militaire permanente, où l'empire qui tient le mieux ses dépôts, ses garnisons et ses murailles finit souvent par imposer le tempo. Cette évolution est cohérente avec la transformation plus générale du bas empire romain et de la monarchie sassanide, tous deux de plus en plus militarisés sur leur marge. Le point culminant de cette phase, pour ton dossier, arrive sous Anastase Ier. Britannica résume la guerre de 502-506. Ainsi, le roi sassanide Kavad envahit le territoire byzantin, prend Théodosiopolis en Arménie, puis Amida après un siège long et coûteux. Là encore, le message est clair. La guerre orientale est devenue une guerre de grande place, de sièges d'attrition, de rupture locale de frontières, bien plus qu'une quête immédiate de décision impériale totale. La réponse romaine est très révélatrice. Après cette guerre, l'Empire byzantin construit la forteresse de Dara comme contrepoids direct à Nisibis. Britannica souligne que cette fortification devient l'un des grands éléments de la défense byzantine contre la Perse. C'est capital pour ton récit. La meilleure preuve que la guerre a changé de nature, c'est que Rome d'Orient ne répond plus seulement par l'expédition, mais par l'architecture militaire, la profondeur défensive et la géométrie des places fortes. Dara n'est pas un détail de maçonnerie. C'est une réponse stratégique à la perte de Nisibis. La première séquence est la guerre d'Ibérie, 527-531, qui se joue autour du royaume caucasien d'Ibérie et se termine provisoirement par la paix perpétuelle de 532. Le conflit est d'abord indécis, mais les Byzantins infligent aux Persais 2 revers importants à Dara et Satala en 530, avant d'être battus à Callinicum en 531. Britannica résume le rôle de Bélisaire. Il gagne brillamment à Dara en 530, puis subit une défaite à Callinicum l'année suivante. La paix de 532 met fin à cette première phase, mais elle n'est qu'un répit. Elle ne dure que jusqu'en 540, lorsque les hostilités reprennent, notamment autour de Lazique. La bataille de Dara est importante, parce qu'elle montre que Byzance peut encore battre les Sassanides en bataille rangée grâce à une bonne préparation défensive, à l'usage combiné de l'infanterie, de la cavalerie et du terrain, et à la qualité de commandement de Bélisaire. Mais Callinicum rappelle aussitôt la fragilité de cet avantage. Autrement dit, au début du règne de Justinien, l'Orient ne se laisse toujours pas enfermer dans une lecture simple de supériorité. Byzantine ou perse, chaque victoire reste partielle, et chaque camp garde une forte capacité de reprise. Le vrai basculement intervient en
540. Pendant que Justinien est absorbé par ses campagnes occidentales, Khosrow relance la guerre. Britannica dit explicitement qu'il conquiert Antioche en 540 et qu'il déporte une partie de sa population près de Ctésiphon. Cela montre que la guerre n'est plus seulement une lutte de frontières. La Perse sassanide est capable de frapper une des plus grandes villes de l'Empire romain d'Orient et d'utiliser la déportation comme instrument politique et économique. C'est un changement d'échelle. À partir de 541, le centre de gravité se déplace aussi vers la Lazique, la Colchide occidentale, dans l'actuelle Géorgie de l'Ouest. C'est un théâtre capital, parce qu'il ouvre sur le Caucase, sur la mer Noire, sur les routes du Nord et sur l'encadrement régional de l'Arménie. La guerre de Lazique dure de 541 à 562. Elle commence lorsque le roi Gubazestou, mécontent de la tutelle byzantine et de la politique du gouverneur John Tsibus, appelle Khosrow Ier à l'aide. Les Perses entrent alors en Lazique et prennent la forteresse de Petra en 541. Très vite cependant, les Lazes se retournent contre les Perses, notamment à cause de leur tentative d'imposer un contrôle plus direct et du ressentiment religieux local, et Gubazès repasse dans le camp byzantin en 548. La guerre de Lazique est l'un des meilleurs exemples de guerre à théâtre multiple. Elle mêle forteresses côtières, routes de montagne, approvisionnement maritime, révolte locale, alliance avec les Alains, les Sabirs et d'autres groupes caucasiens. Ce n'est plus une simple guerre d'empereurs, c'est une guerre d'écosystème régional. La lutte pour Petra, Archéopolis et Phasis montrent que les forteresses et les lignes d'eau deviennent aussi importantes que les grandes batailles. Les Byzantins reprennent finalement Petra après un long siège, tandis que la guerre continue, de façon intermittente jusqu'à la paix de 561-562, qui laisse finalement la Lazique dans l'orbite byzantine au prix d'un tribut annuel versé aux Perses. Sous Maurice, Byzance obtient, en Orient, l'un de ses plus grands succès, diplomatiques et stratégiques. En 521, Khosrow II, chassé de son trône, fait appel à l'empereur byzantin pour être restauré. Maurice intervient, et cette aide est payée au prix fort. La Perse renonce à plusieurs points de friction majeurs, notamment en Arménie, où la frontière byzantine progresse vers l'Est. Pour un moment, l'Orient semble enfin stabilisé sur des bases très favorables à Constantinople. Ce succès est capital, car il montre qu'après des siècles de batailles, de sièges et de campagnes d'usure, la rivalité romano-perse pouvait aussi être réglée par la politique des successions et par l'exploitation d'une crise dynastique perse. Mais cet équilibre reste fragile. Il dépend trop d'hommes précis et d'une conjoncture singulière. Lorsque Maurice est renversé et assassiné en 602, Khosrow II perd son bienfaiteur et gagne un prétexte idéal. Il lance alors une guerre de vengeance contre Phocas. En quelques années, ce qui avait été le plus grand succès oriental de Maurice devient l'amorce du plus grand effondrement. Byzantin face à la Perse, Haute-Mésopotamie, Syrie, Palestine, Égypte, Anatolie, tout vacille. Ainsi, Maurice et Khosrow, deux incarnent à la fois le sommet du dernier, équilibre et le point de départ de la catastrophe finale. La guerre entre Khosrow II et Héraclius est l'ultime convulsion du vieux monde, romain ou perse. Quand elle commence, tout semble pencher du côté sassanide. Khosrow exploite le meurtre de Maurice, dénonce l'usurpation de Phocas, puis transforme sa guerre de vengeance en conquête impériale totale. Les Perses prennent la Haute-Mésopotamie, la Syrie, Jérusalem, l'Égypte, avançant en Anatolie et atteignent même Chalcédoine, en face de Constantinople. À ce stade, Byzance paraît proche de l'effondrement. Mais Héraclius renverse la logique du conflit. Il ne défend pas seulement. Il déplace la guerre, garde la maîtrise de la mer, frappe l'Arménie, la Médie, s'allie aux Khazars et force la Perse à défendre son propre cœur. L'échec de l'assaut contre Constantinople en 626 marque la première grande limite de la victoire sassanide. Puis vient Nineveh en 627. L'armée perse principale est détruite. En 628, Héraclius pille d'Astagird et le régime de Khosrow s'écroule de l'intérieur. Byzance récupère ses provinces, la Perse perd son roi. Mais au moment même où l'ancien duel semble s'achever au profit d'Héraclius, une autre vérité apparaît. Les deux empires sont épuisés. Le vainqueur est ruiné, le vaincu désarticulé. La guerre finale entre Rome et la Perse n'ouvre donc pas un nouvel équilibre durable. Elle ouvre la fin d'un monde. Si l'on regarde l'ensemble des guerres entre Rome et la Perse, aucune réponse simple ne tient. Militairement, Rome impressionne par sa capacité à revenir après les désastres, à reprendre l'initiative, à recapturer des capitales et à survivre à des humiliations que peu d'empires auraient supportées. Mais la Perse, des Parthes aux Sassanides, inflige elle aussi des coups d'une violence extraordinaire. Kars, la capture de Valérien, la prise d'Antioche, la conquête de Jérusalem et de l'Égypte sous Khosrow II. Politiquement, pourtant, Rome d'Orient conserve un avantage décisif. Elle survit là où les dynasties perses s'effondrent. Stratégiquement, aucun des deux camps n'obtient de solution totale. Le vrai centre de gravité du conflit n'est ni une seule bataille, ni une seule capitale, mais un ensemble de seuils. Arménie,
Haute-Mésopotamie, Caucase, Syrie du Nord, forteresse et route de l'Orient. Enfin, si l'on pousse l'analyse jusqu'au bout, le verdict ultime devient plus sombre encore. Après 7 siècles de lutte, ni Rome ni la Perse ne sortent réellement victorieuses. Toutes deux ont consommé des ressources immenses, épuisé leurs finances, durci leurs frontières et usé leur société. Quand vient le choc des conquêtes arabes, le vieux duel impérial est terminé avant même de l'admettre. La vraie réponse à la question « qui a gagné ?» est donc la suivante. Rome a mieux survécu. La Perse a parfois mieux frappé. Mais, à l'échelle de l'histoire longue, les deux ont surtout préparé ensemble la fin de leur propre monde.